Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagnée d'une invitée spéciale, un médecin, mais pas que, qui est tout simplement mon premier mentor, celle qui m'a initiée à beaucoup de choses, dont l'anthroposophie, mais aussi la médecine alternative, et à une dimension plus spirituelle de la vie, et c'est tout simplement le Dr Olbrechts, ma maman. Et j'avais envie de l'inviter dans ce podcast parce que toute ma vie, elle m'a amené une vision et seulement sur la santé et aussi sur la vie très différente du courant qui existe, on va dire, dans notre société. Et donc j'avais envie de parler d'un sujet particulier, d'abord de toi, puisque c'est important pour moi de montrer que toutes ces médecines alternatives ou toutes ces choses-là viennent de réflexions fondées et pas et de personnes qui ont étudié, qui ont fait l'université, qui ont vraiment étudié la médecine et aussi par expérience. Je vais bien sûr te laisser la parole, mais oui, donc on va parler principalement de ça aujourd'hui. Donc, Viviane Olbrechts est d'abord médecin généraliste, elle est médecin homéopathe, elle est aussi médecin anthroposophe. Elle n'a jamais arrêté d'étudier, hein, juste pour savoir, je vous le dis. Elle a étudié également la biographie selon Steiner. Elle a étudié la biographie karmique. Elle est fasciathérapeute également, et puis elle a accumulé des milliers de formations en plus de tout ça, et elle est aussi à l'initiative de plusieurs projets comme EVI, qui est une formation pour les professeurs dans les écoles Waldorf. Elle est aussi cofondatrice de Métacouleur, qui est un centre de formation anthroposophique qui lie la biographie, l'art-thérapie, la phénoménologie et plein de choses. Elle est conférencière, elle est professeure et elle est très active. Donc c'est une source d'inspiration, de connaissances, et un médecin qui a déjà fait pas mal ses preuves. Et donc j'ai hâte de vous la présenter ici dans À cœur et à corps. Bienvenue, Viviane, maman. Je l'appelle maman pour les intimes. Donc voilà. Mais écoute, merci Sylvie, parce que je suis très touchée déjà que tu m'invites dans ce chez moi. Dans ce que tu te lances. Je sais très bien que tu cherches quand même l'excellence, tu te laisses inspirer par n'importe qui, et que je fasse partie de ces personnes. Je suis très touchée, ça m'émeut. Et d'entendre ta présentation, ça m'émeut beaucoup aussi. Donc dis-moi un petit peu ce que tu veux que je te dise. Et ben voilà, c'est fini. Non, alors, moi, ce que j'aimerais bien partager avec les auditeurs, ceux qui nous regardent, d'abord, c'est pourquoi tu es devenue médecin. Donc, savoir qu'elle n'est pas d'une famille universitaire ou de médecins. Donc, c'est quand même quelque chose d'unique par rapport à d'où tu viens. Et ensuite, comment tu as bifurqué vers l'homéopathie, ensuite l'anthroposophie. Si tu peux un peu expliquer d'où ça vient, sachant que tu as étudié la médecine, tu as fini tes études complètes, et je voudrais savoir ce qu'une jeune étudiante à ce moment-là qui finit médecine, pourquoi elle se lance dans quelque chose d'alternatif. Bon, ben voilà, je suis déjà très embêtée parce que je ne sais pas répondre à ta première question. Pourquoi je suis devenue médecin ? Je cherche toujours quelle a été la source de l'impulsion. Je me vois vraiment décidée, mais je n'ai pas été en contact avec ce qui a déclenché cette décision. Je voulais être patineuse artistique ou cascadeuse. Je me dis que pour finir les études de médecine, c'était de la cascade artistique.
Donc j'étais loin de mes impulsions. J'étais une grande sportive, gymnaste. Tout le monde pensait que j'allais devenir prof de gym. Et puis quand j'ai parlé de médecine, tout le monde m'a dit bah alors fais kiné. Et non, je voulais être médecin. Mais pourquoi? C'est encore ma quête aujourd'hui. Alors il y a un petit lien, un peu spécial, qui est un clin d'œil du destin. C'est que quand j'avais 12 ans, à l'époque, à la fin des études de primaire, on faisait passer des tests psychomédico-sociaux aux élèves pour aider les parents à les orienter dans leurs études, parce qu'à l'époque, on pouvait faire latin, grec, latin, sciences, latin, maths, scientifique A, scientifique B, économique, voilà. Et donc, pour avoir des idées vers quelle branche, puisqu'il y avait un large choix, et donc, quand mes parents ont reçu cette lettre brune, qui était très administrative, et, ils ont ouvert. Et quand mes parents ne voulaient pas qu'on comprenne ce qu'ils disent, ils parlaient en flamand. Donc j'ai appris à écouter le flamand et pas savoir le parler. Comme ça, ils ne pouvaient pas soupçonner que je comprenais. Et j'ai vu qu'ils ont rigolé quand ils ont lu ce qu'il y avait sur la lettre. Donc je me suis empressée d'aller ouvrir la lettre quand ils étaient partis. Et en effet, la conclusion de cette étude, il y avait écrit un mot. D'habitude, il donne une orientation, sciences, voilà, ou plutôt romane, voilà, des matières, des grandes orientations. Et là, il y avait écrit un mot, médecin. Ça, c'était déjà un message de l'univers assez voilà, clair. Et on ne met jamais un nom de métier dans ce genre de rapport. Donc, j'ai été aussi perplexe que mes parents, parce que, ouais. Et j'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié cette lettre parce que pendant toutes mes années secondaires, je me suis consacrée surtout au sport et à l'expression corporelle aussi, à quelque chose de très artistique, parce que j'avais dû abandonner la danse classique. Mais voilà, jamais pendant mes études, j'ai pensé à la... Et donc à quel moment tu te lances à l'université ? C'est à la fin de Mareto, Mareto, c'était pas encore très clair, et puis tout d'un coup, c'est venu, mais c'est venu comme ça. Voilà. Et donc tu entames tes études de médecine. Alors là, j'entame mes études de médecine, et puis là, c'est la vraie cascade qui commence. Parce que je suis mise à la porte de mes parents, parce que je connais un jeune homme pour la première fois. Mon papa. Et donc, je suis mise à la porte et je dois me débrouiller toute seule pour payer mes études, voilà, me loger, me nourrir. Grande épreuve. Voilà. Et puis des études très, 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 très dures, avec un milieu universitaire qui m'est complètement inconnu, avec tous des codes que je ne connaissais pas du tout, parce que je venais d'un milieu ouvrier de côté de ma famille. Donc j'avais des codes que je ne connaissais pas. Et c'était très handicapant, très très handicapant. Donc oui, j'ai commencé les études avec vraiment une grosse charge de wagon de difficultés. Et je ne sais pas où j'ai trouvé la force de poursuivre. Et pour dire que, en plein milieu de mes études, parce que c'est quand même très long ces études, hein, c'est plus de 7 ans, j'ai ma meilleure amie avec qui j'étudiais qui est décédée, j'ai eu vraiment ces grosses difficultés avec mes parents, et puis un jour, mon père me voit et me dit « Ah bon, ben écoute, tu es bien parti, là, tu finis par les réussir, ces études, donc maintenant, tu vas devenir médecin. » Donc moi, je suis là, j'attends qu'il va enfin me féliciter. Il dit donc, oui, tu vas devenir médecin, mais je pense que tu ne seras jamais un bon médecin. Donc, voilà. Donc tu es bien parti, tout est bien placé. Voilà, donc tout est bien placé. Et donc,
Donc j'ai terminé donc, ces études. Et là, voilà, pendant ces études, j'avais envie de devenir pédiatre. Et là, très vite, j'ai compris que les places étaient très chères. On n'avait droit il n'y avait que quelques candidats possibles pour chaque spécialisation. Et donc, quand on a commencé, on était 1200 la première année. Le professeur nous disait, regardez celui qui est à droite, celui qui est à gauche, sachez que tous les deux vont rater. Parce qu'il n'y avait qu'un tiers qui réussissait. Donc ça, c'était le début des études. Et donc, on continue plus ou moins à 300-400 sur les 1200, et on termine à 250 à la fin des études. Et dans ces 250, il n'y en a que 50 qui peuvent devenir spécialistes. Et c'est ceux qui ont la plus grande distinction. Donc, je suis devenue généraliste. Et ça m'a tout de suite passionnée. Voilà, là j'ai su pourquoi j'étais médecin. Et donc, en philosophie, on parle beaucoup de nécessité et de liberté. Et je pense que c'était nécessaire que je devienne médecin pour être libre, après, pour développer vraiment ce qui m'animait. Et c'est ce que j'ai cherché. Et donc, il fallait peut-être que je ne comprenne pas l'enjeu avant. J'ai vécu, en effet, ces études comme une nécessité, sans comprendre pourquoi. Et ça, du coup, ça ne m'a pas encombré. C'était une nécessité, un besoin. Et c'est après que tout s'est ouvert. Et c'est quoi qui t'animait ? La nature humaine, parce qu'évidemment, j'ai commencé à faire des stages. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'on commence à toucher un petit peu ce que c'est la médecine. Et alors là, c'était à l'époque, donc il y a plus de 40 ans. Non, ça s'est aggravé. Mais déjà, à l'époque, par rapport à maintenant, elle était beaucoup plus humaine, mais elle me semblait déjà inhumaine à l'époque. Dans quel sens ? Il y avait, je me rappelle, j'étais de garde, alors, donc quand on est étudiant et qu'on est de garde, c'est nous qui devons accueillir le patient qui arrive et dégrossir la chose. Donc, on va faire ce qu'on appelle l'anamnèse, interroger la personne, etc. Et puis on faisait notre rapport au médecin de garde qui, lui, était fort occupé, pour voir, on faisait un petit peu le tri. Et donc, c'était une dame qui arrivait, et qu'on ramassait, que l'ambulance ramassait dans la rue parce qu'elle tombait dans les pommes. Et chaque fois qu'elle venait à l'hôpital, elle faisait une sortie exigée, et elle repartait, et elle retombait dans les pommes, et elle revenait. Et j'entendais les médecins, elle est de nouveau là, ça fait la 4e fois qu'elle arrive, et qu'est-ce qui se passe ? Donc moi, je vais vers elle, et je la questionne, et je me rends compte qu'en fait, son problème, c'est qu'elle a des chats. Elle a des chats, et elle ne peut pas imaginer de rester à l'hôpital, parce qu'alors ses chats seront plus nourris. Et que ce n'est pas qu'elle ne veut pas se faire soigner, c'est qu'elle ne voulait pas laisser ses chats. Et qu'elle vit seule et qu'elle n'a personne. Et donc, il a suffi que je m'organise avec son adresse, avec contacter la voisine, qui puisse s'occuper de ses chats. Et quand elle a pu être tranquillisée que ses chats étaient occupés, elle a accepté de se faire soigner. Voilà, c'était un peu à ça que j'étais confrontée. Ou des patients qui n'ont aucune notion des noms scientifiques qu'utilisent les médecins. Alors nous, on devait toujours faire, en tant qu'étudiants, on devait faire l'interrogatoire des patients, etc. Et puis, les médecins leur demandent s'ils ont une douleur hépatique, etc. Les patients, ils ne savent pas ce que c'est hépatique. Et donc, ils disaient oui, oui, ou ils disaient non, non, pour dire quelque chose, et surtout pas pour montrer qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, ça faussait le diagnostic. Mais moi, étant dans une famille d'ouvriers et de parents et grands-parents pas très érudits, je sais très bien comment fonctionne ma grand-mère, je sais comment il faut parler à ma grand-mère. Donc, je savais très bien comment parler à tous ces patients. Donc, j'avais une autre manière de faire mes interrogatoires, et du coup, ça a permis de corriger certaines choses.
Et donc j'ai fait un peu cet intermédiaire-là entre les patients et ce monde scientifique et universitaire, surtout érudit, et qui avait un certain orgueil aussi de leur connaissance. Du coup, ils ne savaient pas utiliser un vocabulaire plus commun. Qui s'adressait aux petits gens. Voilà. Et donc c'était les fils d'universitaires, des fils de médecins qui avaient accès plus facilement aux études et à la compréhension et au fonctionnement de ces études. Et en dehors de cela, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit cette médecine-là? Parce que là, c'est le lien humain à humain. Mais qu'est-ce qui fait que la manière aussi dont on soignait, voire qu'on soigne encore actuellement, fait que tu as été vers une autre médecine? C'est une question de bon sens. Donc moi, j'étais dans une éducation de gens qui étaient plus ouvriers, plus près de la terre, plus près du bon sens. Et je peux avoir eu des grosses blessures de comportement de mes parents, mais j'ai eu une richesse parce que c'était des personnes qui avaient du bon sens. Et mes grands-parents aussi. Et ce bon sens est précieux, surtout dans la santé. Surtout dans la santé. Et donc, plus on quitte ce bon sens et qu'on va dans une intellectualisation des choses de la vie, parce que la santé, c'est quand même des choses de la vie, simple, on se coupe du bon sens. Et c'est ce qui, moi, m'a... Quand j'ai commencé à voir des patients, les questions et les demandes des patients n'avaient rien à voir avec l'énorme connaissance que j'ai accumulée pendant mes études universitaires. Et on avait des syllabus énormes à étudier pour des maladies rares qu'on ne voyait qu'à l'hôpital. Mais à la limite, le bête rhume ou les pathologies du quotidien, données que par des professeurs qui étaient que universitaires, que hyper spécialistes, ben, c'est pas ça qu'ils nous donnaient. Donc j'ai plus dû apprendre sur le tas la médecine générale, la médecine de tous les jours. Et elle est conditionnée par ce que vit le patient et pas par une maladie particulière. Ce n'est pas le déroulement de la maladie ou les caractéristiques de la maladie, c'est le déroulement et les caractéristiques de la personne qui va faire la maladie. Et en fait, l'enseignement est tout à fait inverse. On nous donne toutes les caractéristiques des maladies, et c'est passionnant, et voilà, toute la science, mais on ne dit pas l'effet que ça donne sur une personne particulière. Et chaque personne est individuelle, donc la même maladie chez une personne va être tout à fait différente que chez une autre, ou en fonction de l'âge, etc. Et donc moi j'avais ce pressentiment, et là je n'ai absolument pas été aidée par mes études. Quand je suis sortie de mes études, ma plus grande réflexion c'était, voilà, je suis médecin, je suis dans la rue, il y a un accident grave devant moi. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de GSM. Je dis, si je ne trouve pas un téléphone très vite, je ne sais pas sauver la personne. Moi, avec mes années des études, mes 10 mains, mes 10 doigts, et ma tête bien remplie, et mon diplôme en poche, je saurais faire peu de choses pour la personne. J'avais même eu envie de faire des études de secouriste, parce que même ça, on ne l'avait pas appris pendant les études. C'était, dès qu'il y a quelque chose de grave, vous envoyez à l'hôpital. Et là, il faut tout un arsenal, il faut faire des prises de sang, Et c'est pour ça que j'ai fait dans mes stages, j'ai choisi dans mes stages d'aller en Afrique et de faire des stages aux îles Comores. J'avais vraiment besoin de nous confronter vraiment
à l'humain dans son milieu sans toute cette sophistication et comment on fait, comment on aide les personnes dans ces cas-là. Et c'est après ça que tu as commencé tes études d'homéopathie? Et donc, très vite, je me suis dit, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Et avec mon ami, avec qui j'ai fait mes études, on dit, bon, vers quoi on va aller pour élargir? Il nous manque quelque chose dans ce qu'on a appris. Il y a un domaine de l'humain qui n'a pas été abordé. Et on était toutes les deux très, très ouvertes à tout ce qui était d'ordre psychologique. Vous savez que là, on trouvait que ça avait été tout à fait écrasé. On avait 1 heure de psychologie pendant 1 an, c'est tout. C'est là qu'on s'est rencontrés parce qu'on était les 2 seuls qui ont suivi le cours. Et donc, voilà, donc on cherchait à complémenter ces études. Et donc on a passé en revue tout ce qui existait. Et je sais que j'ai essayé 6 mois l'acupuncture, et puis on a décidé de faire des études d'homéopathie. Ça, c'était le premier. Mais avant ça, ce qui m'a intéressé avant tout, c'était la nutrition. Ouais. Et là, pour moi, c'était fondamental. Je dis, l'alimentation, et ça venait de moi. Et là, j'étais à plein de séminaires. Et c'était mon premier mentor, vraiment, c'était Kousmine. C'était Catherine Kousmine, qui en même temps était quelqu'un qui avait du bon sens, et qui faisait ses expériences dans sa cuisine avec des souris. Donc elle était scientifique, mais elle avait du bon sens, et elle faisait ses expériences elle-même. Cette femme a fait des choses remarquables, et encore maintenant, on découvre ce qu'elle a découvert toute seule dans sa cuisine avec ses expériences. Et cette femme elle a soigné des maladies hyper graves, rien qu'en corrigeant l'alimentation. Ça, c'était mon premier mentor. Et comment tu peux décrire donc la médecine actuelle? Comment elle aborde la maladie? Et comment toi, aujourd'hui, c'est quoi l'échelon manquant? C'est quoi qui n'est pas vu en dehors du côté intellect, scientifique, ça j'ai compris? C'est quoi? C'est qu'ils ne prennent pas en considération l'environnement, l'histoire, la psychologie, enfin, ou tout en même temps? Alors, donc dans ma recherche, donc j'ai fait l'homéopathie, et puis chaque fois j'étais déçue, chaque fois je sentais qu'il manquait quelque chose. Je dis voilà, là c'est ok, mais là j'ai encore des questions. Donc je cherchais, parce qu'il y avait pour moi toujours un domaine de l'humain qui n'était pas abordé. Comme quoi la question fait cheminer. Hein. Ah oui, moi c'était toujours par la question. Et donc j'avais un ami qui a, oui, tout notre groupe d'étudiants qui sortions de médecine, Marina, Joël, etc., Eddy Poulet, on était tous là en recherche, et on avait créé un groupe parce qu'on voulait soigner les personnes qui n'avaient pas d'accès à la médecine naturelle, la médecine homéopathique, dès que c'était le week-end ou le soir. Donc, quand les gens étaient en dehors des heures accessibles, ils étaient soumis alors à la médecine classique et les gardes classiques. Et ça faisait quelquefois des dégâts. Et donc on avait décidé de créer une garde homéopathique où les gens pouvaient appeler la nuit, le week-end, le soir. Et donc on a créé la garde Arnica. Et pendant des années, on a d'abord été en groupe à chercher un petit peu. On était tous jeunes médecins et on était au début de nos études alternatives. Donc on n'était pas encore très sûrs pour offrir cette garde, mais enfin on l'a fait. Et là, il y avait Eddy Poulet qui avait commencé à étudier la médecine anthroposophique. Et chacun, à notre tour, tout ce qu'on découvrait à nos réunions,
on s'enrichissait l'un l'autre. Moi, j'ai découvert ça, etc. Et donc, lui, c'était son tour. Ce soir-là, il nous avait parlé de ça. Et moi, tout de suite, j'ai vibré à ce qu'il a dit. Je sentais que c'était quelque chose d'important. Et la semaine qui a suivi, j'ai vu un patient qui avait, je vais employer un gros mot, une spondylarthrite ankylosante. Une spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie de la colonne vertébrale où la colonne vertébrale se rigidifie. Et donc, c'est une maladie génétique. Et donc, on a comme un bâton dans son dos et on ne sait plus se plier. Voilà, et ça arrive très jeune. Donc, c'est un jeune gars qui arrive avec ça. Et justement, Eddy Poulet, là, la semaine avant, avait parlé de ces remèdes à base de disquis qui pouvaient agir sur la colonne vertébrale. Je lui ai tout de suite téléphoné et dit ben oui, chez Walla, ces laboratoires anthroposophiques, il y a ces remèdes. Donc je connaissais encore rien du tout. J'ai commandé ces remèdes, je lui ai fait ces petites injections. Alors je lui ai pas guéri de sa spondylarthrite. En tout cas, il n'y avait plus de douleur, alors que tous les antidouleurs qui ne l'aidaient pas, et au contraire, lui faisaient des effets secondaires. Et il pouvait garder encore une souplesse. Alors pour moi, ça c'était extraordinaire, parce que pour moi, cette maladie, même en médecine classique, on ne sait rien y faire. Et que j'ai pu donner une qualité de vie, voilà, juste avec ces petits remèdes. Sans encore comprendre, il y avait quoi derrière cette médecine. Ok. Je vais étudier. Là, je vais étudier. Et donc, toujours avec ma copine Marina. Alors, on pouvait aller à Paris, on pouvait aller en Alsace, ou alors dans le sud de la France. Le sud de la France était trop loin. Paris, on n'avait pas envie de se retrouver dans la capitale et voilà, au niveau pratique. Donc, on est allé en Alsace. C'était très bien parce que toute la médecine anthroposophique est allemande, que les Alsaciens et les médecins alsaciens, c'était eux qui avaient le plus développé puisqu'ils connaissaient l'allemand, donc ils étaient très proches. Et alors là, ma vie a changé. Ma vie a changé. Marina ne savait pas, ni la première fois, je suis partie seule, en train. J'étais à Strasbourg, l'hôtel que j'avais réservé, ils n'avaient pas réservé ma place parce qu'il y avait un grand congrès européen, donc ils ont préféré donner ça qu'à une jeune médecin qui venait. J'ai parcouru presque toute la nuit Strasbourg pour trouver une chambre d'hôtel. Pour finir, un hôtel qui a un pitié de moi, qui m'a donné une petite mansarde d'un employé. Et puis j'étais le lendemain à ce premier cours. Toujours Kalpenisch. Et c'est pour répondre à ta première question, je ne perds pas le fil. Et j'ai entendu, il a déployé toute l'histoire de l'humanité et en faisant le pont qu'on reproduit dans notre développement l'histoire de l'humanité. Et j'ai senti dans mes cellules que ce qu'il disait est tellement juste, c'est comme si ça venait rencontrer quelque chose que j'avais en moi. Mais oui, mais bien sûr. Et la sensation que j'ai eue, c'est que ça venait rencontrer qu'une intuition en moi, c'est que tout est relié. Et c'est ce que je cherchais tout le temps, parce que plus je faisais mes études de médecine, plus on me découpait et tout on déliait. Et moi, j'essaie toujours. J'avais une mère et une grand-mère couturière, donc j'essayais toujours d'avoir les fils les relier. Donc moi, je le faisais sur un autre plan. Et là, enfin, on pouvait tout me relier. L'univers, les étoiles, les planètes, l'homme, les organes, enfin, tout, l'évolution, pourquoi il y a eu d'abord l'Inde, la Perse, etc. Et que tout ça, et que les enfants passent par ces étapes, que c'est lié à la pédagogie. Je sais que je suis passée à cette première heure, la révélation, quoi. La révélation. Je dis, c'est ça que je cherche depuis toujours. Comme si j'étais venue au monde avec cette connaissance, que je l'avais perdue, et enfin je la retrouvais. Donc voilà, là j'ai plus quitté l'anthroposophie, avec, comme toute chose où on tombe amoureux, il y a des moments où... Parce qu'on voit alors, comme
Au début, quand on est amoureux, tout est beau, c'est magnifique. Puis on voit tous les travers. Ce professeur qui m'a fait cette révélation, c'est le plus horrible des médecins, et le plus horrible, orgueilleux de la terre, etc. Il est immonde. Donc il a fallu passer tout à travers tout ça. À travers tout ça. Mais tu as quand même saisi l'essence. Voilà. Parce que moi, j'ai un peu cette sensation en rencontrant l'anthroposophie grâce à toi, où une fois qu'on rencontre cela, on peut plus regarder le monde de la même façon, et c'est comme si enfin je suis à la maison, enfin tout prend son sens, comme tu dis, où tout est relié. Et donc oui, t'as jamais cessé d'apprendre et d'étudier. Alors j'ai eu besoin de, entre guillemets, de faire des infidélités, mais il y avait quelque chose qui avait repris sens, qui avait retrouvé une intégration et qui devenait maintenant je trouve plus le mot. Ton baromètre ? Pas le baromètre, je veux dire l'étalon. J'avais retrouvé mon étalon et je pouvais tout de suite voir, ah oui, ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est juste, c'est pas juste. Et puis j'ai pu l'utiliser aussi, de ne pas identifier, je dirais, toute cette connaissance de l'anthroposophie qui est rien de nouveau. En fait, Steiner a simplement mis avec des mots et le rendre dans l'époque actuelle des connaissances qui existent ancestrales, oui, depuis les millénaires, mais qui sont dans un cycle d'évolution. De savoir dans quel cycle d'évolution. Le but n'est pas de refonctionner comme les Perses, les Indiens ou les Égyptiens, etc. De savoir que c'est un cycle d'évolution, mais qu'il y a eu la nécessité de passer par là. Et si on passe par là, on ne peut pas aller plus loin. Comme dans notre vie à nous. On ne peut pas échapper à être bébé, adolescent, jeune adulte, et pour évoluer. L'arbre ou n'importe quelle plante ne peut pas zapper une des étapes. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce qu'on fait dans l'agriculture, et ça fait tous les dégâts qu'on connaît. Donc, dès qu'on comprend ça, la médecine n'était plus aussi compliquée pour moi. Voilà, c'est parce que tu regardes tout d'un coup l'humain, comme tu dis, par rapport à son âge, son histoire, son environnement, ce qu'il mange. Enfin, il y a quelque chose de très global alors. Ça, c'était déjà acquis par l'homéopathie et par la naturopathie. Là, l'anthroposophie, c'est tout autre chose qu'elle amène. Elle amène d'abord, ce qu'on peut admettre, c'est de voir une évolution naturelle comme on voit dans la nature. On voit que les animaux passent certains stades, puis ils sont matures. La maturation chez un animal ou chez une plante, c'est toujours quand ils peuvent se reproduire. Ça, c'est le summum d'évolution de quelque chose de naturel. Et puis, ils vont s'occuper des petits, et puis eux vont vieillir. Quand ils ne sont plus capables de reproduction, ils vont vieillir, et puis ils vont mourir. Voilà, ça, c'est la courbe d'évolution d'une plante ou d'un animal. Et puis, ils meurent, et ils font partie des âmes groupes, et puis ça se renouvelle, sauf s'il y a une extermination, comme seuls les hommes peuvent faire, ou comme une évolution de la Terre qui crée des exterminations. Parce que la Terre a aussi son cycle d'évolution. Mais l'homme n'évolue pas que sur sa vie. Il évolue dans des cycles de l'humanité. Donc, il faut savoir que l'humain, aujourd'hui, le challenge, c'est une certaine chose qu'il doit pouvoir évoluer pour que toute l'humanité puisse être dans le stade suivant la fois prochaine. Mais là... C'est-à-dire que l'ensemble de l'humanité, il y a l'évolution individuelle et il y a l'évolution collective. C'est ça. Et elles sont entretissées. Oui. J'essaie de dire ça avec d'autres mots. Mais... c'est tout à fait ça. Et tandis que c'est pas comme ça que ça se passe pour l'animal. Il a son cycle d'évolution complet au sein de sa vie. Et donc, nous, on n'est que dans... Je dirais que si on prend, parce que le prototype
de cette métamorphose, parce que l'homme doit se métamorphoser, c'est le papillon. On voit un ver de terre, enfin un ver, petite chenille là, puis il passe par la phase chrysalide, et puis il devient un papillon. Le papillon n'a plus rien à voir avec la chenille. C'est vraiment une vraie métamorphose. Donc c'est pour ça que c'est le symbole de grande métamorphose. C'est ça qui est beaucoup utilisé comme symbole des Juifs dans les camps de concentration. Et cette métamorphose, évidemment, elle se passe par des stades qui sont la mort. C'est comme si la chrysalide était la mort. Mais au sein de la vie, on a chaque fois ces processus de mort-vie, mort-vie, mort-vie. Voilà. Et donc, si un médecin, quand il voit une personne qui est malade, la maladie vient toujours quand le chemin d'évolution de la personne est bloqué. C'est toujours ça qui crée la maladie. Et les maladies qui sont génétiques ou qui arrivent comme ça, c'est celles qu'il doit dépasser ou accepter par rapport à la vie précédente. Donc, tout prend un autre sens. Tout prend un autre sens. Et donc là, le médecin doit savoir quelles sont les maladies qui viennent de cette vie-ci ou celles avec lesquelles la personne est venue. En médecine classique, on va dire voilà, c'est génétique ou c'est causal parce qu'il y a une cause. Donc on va retrouver les deux. Mais l'enjeu pour la personne est très différent. Et vu que le chemin de vie est aussi une évolution, le fait que ça se fait à tel âge ou tel âge, et même si c'est la même maladie, ne peut pas se traiter de la même manière parce que le stade d'évolution de la personne est différent. Et donc l'enjeu est très différent. Donc dès qu'on met cette perspective-là, on a une action sur la maladie qui est beaucoup plus directe et efficace que se dire, voilà, c'est une maladie, peu importe l'âge, peu importe l'évolution. Et on la traite de la même façon. On la traite de la même façon. C'est comme quand tu me dis avec Noam, mon petit garçon, quand il a de la fièvre, de laisser la fièvre, alors que quand, avec un adulte ou une vieille personne, tu réagirais différemment. Tout à fait. Alors que la médecine traditionnelle va complètement arrêter ce que le corps humain crée justement pour combattre cette maladie naturelle qui donne en plus des forces pour plus tard, quand l'enfant... Donc il y a des études qui ont montré que justement la température est la réaction normale du corps pour combattre un virus ou une bactérie. Et donc couper systématiquement cette température, c'est empêcher l'évolution de la maladie. Alors, sauf qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas supporter la température et peuvent avoir des convulsions. Mais donc, c'est du cas par cas. Voilà, on a ce qu'il faut pour pouvoir voir. Moi, je vois tout de suite un enfant qui ne supporte pas sa température, on le sent, et il ne va pas la supporter déjà à 38. Oui, donc faire des généralités, voilà. Et puis les mères aussi perdent leur bon sens. Exactement. Observez votre enfant. Souvent, tu nous dis ça, mais observe ton enfant, comment il est, qu'est-ce qu'il y a eu. Et c'est vrai que les mamans qui sont très connectées à leur bon sens, elles savent quand paniquer ou non. Quand tu étais la spécialiste, tu te faisais à 39 de température, tu courais à quatre pattes autour de la table, tu étais en pleine forme. Et tu commençais à ne plus bouger. Il fallait beaucoup. Il fallait que tu aies 39,6, 39,7. Toutes les mamans sont déjà paniquées avec ça. Ouais. Et toi, tu adorais, tu étais peu malade parce que tu faisais des fortes températures. On sait que c'est un signe de bonne santé pour les personnes. Moi, j'ai fait aussi des grosses températures quand j'étais petite. Et tu adorais les granules parce que vu que ton frère était souvent malade, il avait beaucoup de granules, lui. Et tu étais jalouse que lui avait droit aux granules. Et quand tu étais malade, je dis, mais non, je vais te donner des granules. Tu m'envoyais. Ah oui, je ne les voulais plus. Tu ne les voulais plus parce que tu sentais maintenant que tu devais rester dans l'immobilité. Et tu voulais rien du tout. Mais je sentais que cette démarche était que tu maîtrisais. Tu n'étais pas en panique, tu ne pleurais pas. Les enfants qui ne sont pas bien avec la température,
Ils vont être en appel, ils vont être en panique. Ce sont tous des signes qui permettent de savoir si c'est juste ou pas. Et je te laissais tranquille. Tu me disais, laisse-moi tranquille. Je te laissais tranquille, tu avais besoin de ça. Et tu montais, tu frôlais les 40. Et donc, heureusement que j'avais fait tout ce chemin. Et je supportais, je te surveillais. Le lendemain, tu te levais, tu pétais la forme. Ouais. Oui, comme quoi on a perdu cette confiance en la vie elle-même qui permet, là mon petit garçon était une semaine, il a eu des hautes températures et je me rappelle que pour ma belle famille c'était paniquant, il fallait arrêter tout de suite la température. Finalement, il a guéri tout seul, entre guillemets. Et les études montrent que les personnes à qui on a coupé tout le temps la température finissent par en faire. Ne plus en faire. Ne plus en faire. Donc, j'ai plein de patients qui disent « Oh, moi, docteur, il ne faut pas se fier à moi. Je ne fais plus de température. » Donc, c'est comme si leur corps, leur système ne fonctionne plus comme il devrait. Oui, parce que les gens veulent rester efficaces, veulent travailler, donc ne supportent plus d'être malades. Et puis, voilà, les certificats, etc. Enfin, tout ce que la société nous met comme pression. Donc, tout de suite, prendre des aspirines, couper. Donc, du coup, l'organisme ne le fait plus. Et ces personnes-là, il y a une étude qui a montré, c'est eux qui font plus facilement les cancers. Et des gens qui ont beaucoup de température, beaucoup de maladies comme ça, ont du coup stimulé une immunité qui est beaucoup plus performante. Mais il faut garder le bon sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner et dire que tous les enfants qui ont 42 fièvres, il faut rien faire. Pas du tout. Ça peut être très dangereux, mais il faut avoir ce bon sens. Et une maman, et là aussi on perd, il n'y a plus maintenant, à notre époque, en tout cas chez nous, on perd maintenant cette notion de médecin de famille. Les jeunes médecins veulent avoir une bonne qualité de vie et ne veulent plus être dépendants d'une patientèle. Et donc, ils se mettent ensemble et ils se partagent. Donc, il n'y a plus de suivi. Alors, voilà, un jour, tu vois un médecin dans la maison médicale, une jour, tu vois l'autre, une fois trois, mais tu n'as plus ce médecin qui te connaît bien. Donc, moi, des fois, je me rappellerai toujours une patiente qui voulait partir, je ne sais plus dans quel pays où il fallait plein de vaccins. Enfin, je ne sais pas si c'était en Afrique ou en Amérique du Sud, je ne sais plus où elle voulait aller. Et donc, elle me dit, « Oh docteur, je sais bien que vous n'avez pas les vaccins, mais là, je l'ai fait parce que c'est mon voyage de rêve, j'y vais. » Et une semaine après, elle vient chez moi, je la vois de loin, j'étais encore au cabinet à Boxtal, donc elle rentre, je la connais bien, cette patiente. Elle rentre, je dis, « Ouf, il y a quelque chose qui ne va pas du tout avec elle. » Et elle arrive, elle dit, « Je ne vais pas bien du tout, j'ai mal à la tête, je ne sais pas ce qui se passe. » Et la seule chose qu'elle avait fait, c'était les vaccins pour partir. Et là, j'ai dit, mais là, j'ai regardé, ce vaccin est en train de donner une méningite. J'ai dit, retournez tout de suite à l'endroit où se fait le vaccin. Là, on leur a dit, non, c'est pas possible que ces vaccins se donnent là. Elle est allée en neurologie, on a dit, vous faites une méningite. Et eux ont dit que c'était suite au vaccin qu'elle venait de faire. Elle a été leur redire. Et donc, ces deux services dans le même hôpital n'ont pas été d'accord. Oui, et parce que tu es le médecin de famille et que tu la connais, tu peux plus sentir ça que des gens... Oui, c'est vrai, quand on parle à des purs inconnus, comment veux-tu te faire soigner par quelqu'un qui ne t'a jamais vu? C'est pour ça que c'est un art. Donc, on capte des petits signes. Maintenant, tu me dirais, mais qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai capté quand elle est rentrée? Elle était là à 10 mètres. Que j'ai vu sa manière de rentrer. Oui, c'est au-delà de... J'ai même pas encore parlé avec elle. Un jour, j'étais de garde. C'était dans la rue Stéphanie. Donc là, c'était des patients que je ne connais pas, c'était beaucoup de familles arabes, et là, la maman panique parce que son enfant a beaucoup de fièvre, et je vois cet enfant, parce qu'on connaît la vitalité des enfants, les enfants, ils peuvent avoir une grosse fièvre parce qu'ils ont une angine, une otite, et là, j'ai vu cet enfant, et je sentais que tout son état général était pris, je ne le connaissais pas, mais tu vois ça de sa manière, j'ai dit, hôpital tout de suite, celui-là, il fait une pneumonie. Ouais. Et parce que il suffit qu'un des 4 organes cardinaux, le poumon, le cœur, le rein, le foie, est touché, l'état général et la vie, là, commencent à être en danger.
Et là, dans le comportement, dans les yeux, dans la personne, dans la vitalité de la personne, tu le vois tout de suite. Tandis que si tu peux avoir une grosse fièvre parce que tu as une grippe, parce que tu as une angine, parce que tu fais une cystite, etc., ça ne touche pas les organes vitaux, donc tu peux fonctionner. Tu vois que le fonctionnement du corps, il est normal. Mais ça, c'est... Voilà. C'est l'expérience aussi. C'est l'expérience et en même temps, c'est du bon sens. Oui. Et les mamans sentent ça. Il faut écouter. Oui. Souvent, les médecins ne veulent pas écouter les mamans. Oui. Ils connaissent leurs enfants. Ils disent, ça, non. Ça, c'est pas un comportement... C'est pas son comportement normal. Oui, et les médecins banalisent parce qu'eux, ils le voient pour la première fois. Quand tu m'as appelé pour Noam, tu m'avais mis une vidéo, j'ai vu Noam, tout de suite, je savais que c'était pas grave. Oui, je n'étais pas paniquée non plus. On le sent. Et il faut faire confiance aux parents. Vraiment, parce qu'eux sentent, ils connaissent la vitalité de leur enfant. Ou inversement, ils peuvent être complètement coupés et donc paniquer pour un oui ou pour un non. Mais la médecine, c'est un art et le bon sens est super important. C'est une question de bon sens. Et ça s'est perdu. Dès qu'on vient dans quelque chose d'intellectuel, on est coupé du bon sens. Et aujourd'hui, actuellement, pour conclure, comment tu vois la médecine actuelle pour toi, selon ta vision? Mais donc, en faisant tout ce chemin où j'ai été chercher le bon sens et les choses, et que tout soit relié, parce que ce corps, il fonctionne parce que tout est relié, sinon il ne serait pas, si tout est détaché, forcément. Que tout, oui, on est une unité. Voilà, et même dans ce qui est, je vais appeler suprasensible, sensible, c'est ce qu'on sait toucher et voir, mais le psychologique, l'âme, la personne, ça c'est le suprasensible, est aussi relié. La schizophrénie, c'est quelque chose quand c'est coupé, que c'est plus relié, c'est ça qui rend malade. Mais donc, quand on investit des médecines qui relient le tout, on peut mieux voir ce qui dysfonctionne dans la médecine classique, mais les choses ne l'ont fait que s'aggraver. Et cette médecine s'est développée à partir de 1800, quand on a identifié la cellule. Jusque-là, je dirais dans les années 1700, etc., et bien avant, il y avait cette vision de l'homme qui était encore quelque chose de global et d'unifié. Mais dès qu'on a identifié par Virchow la cellule, toute la médecine s'est basée sur le côté cellulaire. La cellule, c'est quelque chose de complètement détaché. Alors que la cellule, tous ses paramètres, ses codes, ne fonctionnent que si c'est relié. Mmh. Surtout quand on sait d'où ça part. Ça part d'une cellule qui se multiplie. De deux cellules qui se sont fusionnées, qui sont multipliées. Donc elles sont à la base. Elles partent de la même origine et c'est unique. Donc elles sont reliées. Et là, on a tout détaché. Donc on a détaché l'air d'organes. Et on a perdu l'unité. Les médecins qu'on va voir sont aussi détachés au point que les médecins, tu vas les voir, ils ne tiennent même pas compte d'une autre pathologie. Tu donnes des remèdes, tu vas chez l'autre médecin, il te dit « mais non, si vous avez ça, vous ne pouvez pas les prendre ». Voilà où on en est. Et donc, quand les choses ont évolué, là, en 20-30 ans, maintenant, les choses ne se sont fait qu'aggraver dans ce sens-là. Donc je l'ai perçu moi déjà il y a 40-45 ans, mais ça ne s'est fait qu'aggraver maintenant, c'est devenu presque caricatural. Et le Covid a été vraiment l'événement qui a mis en évidence. Donc des personnes qui n'en étaient pas tout à fait conscientes ont pu prendre conscience à quel point... et ça a été l'élément déclencheur parce qu'il y a un peu comme un non-retour là. Et donc les personnes sont aussi conditionnées par cette médecine. Donc quand ils viennent avec ce raisonnement-là. Donc même si toi tu essayes de les amener en disant, alors, ils sentent que ce que tu dis, ça leur parle, ils sentent que ça fait des résultats, mais ce raisonnement que tout est séparé, c'est intégré chez les personnes. Et donc
le milieu social, les burn-out, toutes les maladies qui accélèrent. Dans le monde occidental, il y a bien plus de malades que dans les pays qui n'ont pas tout ce confort. Et tout ça vient qu'on est en train de tout dissocier. Et donc là, ça a été le déclencheur. Je me dis, je ne peux plus participer, j'ai l'impression d'être complice avec le système et de juste aider les gens à s'adapter à un système qui n'est pas dans tes valeurs. Mais qui entretient la maladie. Et donc là, il faut vraiment aller dans le contrepoids, et c'est réamener les personnes à se réapproprier d'abord le lien avec eux-mêmes, le lien avec leur corps, leur réapprendre ce lien. Et donc, ce n'est pas les consultations fragmentées qui peuvent permettre ça. Et pour moi, le seul moyen, c'est de redonner l'importance du processus. Tout est processuel. Il n'y a pas quelque chose de vivant qui n'est pas processuel. Et on ne tient plus compte de cette loi fondamentale que la vie est processuelle, donc elle est évolutive. Et donc, pour moi, maintenant, je mets toute mon énergie à créer des processus de guérison. De créer des processus de guérison, que ce soit dans tous les domaines de la vie, et le redonner en conscience chez les personnes. Sinon, les personnes ne font ils soignent un stade du processus. Oui, parce qu'il y a un moment du processus qui est de prendre sa responsabilité, son jeu, et de faire des choix. Parce que sinon, on est tout le temps à la merci de quelqu'un, ce qui sait pour nous. Oui, et de toute façon, dans un processus, que ça soit une guérison de maladie, alors il y a des maladies qu'on ne peut pas guérir, mais qui sont dans un processus quand même d'évolution. Si on suit le processus de vie avec le karma, fait partie du processus. Oui. Donc il faut aussi savoir à quel processus dans quel processus on agit, mais il y a toujours dans ce processus un moment de retournement et de métamorphose. C'est ça qui va créer le changement. Sinon, et la guérison. Donc dans les psychothérapies, on ne tient pas compte de ce processus. Et il faut que ce soit les trois parties de l'humain qui soient liées au processus. Donc il faut que sa conscience participe au processus, il faut que son sentiment participe au processus, et il faut que l'action, que le corps participe au processus. S'il n'y a qu'une partie qui participe au processus, le processus ne se fait pas. Et ça, c'est l'intégration. C'est pour ça que j'appelle ça la santé intégrative. Les gens veulent agir qu'avec la nourriture, mais la nourriture, voilà. Les gens disent, mais c'est comment ça se fait? Je mange bio, je fais très attention à ce que je mange, et j'ai quand même un cancer. Mais il y a les autres domaines de leur vie dont ils ne s'en occupent pas. Et donc c'est fragmenté de nouveau, c'est séparé. Oui, ceux qui s'occupent que de l'émotionnel, ceux qui vont aller que dans la conscience, ceux qui vont aller que dans le corps, alors que c'est qu'il faut intégrer tout l'être que nous sommes, en fait, reconnaître qui nous sommes pour pouvoir travailler à tout. Tout est lié, voilà. Donc aujourd'hui, pour conclure, ta manière de soigner, c'est d'éveiller la conscience, prendre soin du corps émotionnel et de prendre conscience des émotions qui sont des indicateurs, et de prendre soin de tout ce qui est lié au corps. Comment tu décrirais? Bien sûr que c'est d'office intégré, mais maintenant, maintenant je ne peux plus imaginer autrement qu'engager les personnes dans un processus, quel qu'il soit. Et dans ce processus s'intègrent tous les domaines de la nature humaine, et il y a 4 domaines importants. Et leur faire prendre conscience de différencier les 4 domaines, parce que la source de maladie peut être dans un des 4. Et ce sont des lois différentes, et on ne soigne pas la même chose si c'est dans ce domaine-là ou là, mais ça interagit ensemble avec les autres domaines, puisque tout est lié.
Et donc, d'abord d'éveiller les personnes, de savoir dans quel domaine est la source, voilà, que ça soit psychologique, spirituel ou physique. Et le faire en groupe, en petits groupes de 3-4, parce qu'il faut des regards croisés. Parce que c'est ça qui va éveiller la conscience et que l'homme, ce qui fait le plus évoluer l'homme, c'est l'homme, parce que c'est le regard extérieur. Je dirais qu'on ne peut pas avoir une capacité de conscience élargie de tout ce qui se passe à l'intérieur, parce qu'on a nos œillères. Et je dis, il faut que les autres viennent avec leur rétroviseur pour qu'on puisse voir ce que nous, on n'arrive pas à voir. Ce qu'on a décidé ou qu'on a eu besoin de mettre dans l'ombre pour survivre. Donc tu travailles que en processus et en groupe. Et en groupe. Et avec des médicaments? Eh bien déjà que ça, là je vois avec les premiers groupes, avec les processus que j'ai mis au point quand j'ai arrêté la médecine, il y avait beaucoup de mes patients qui étaient là avec des pathologies qu'ils avaient depuis longtemps. Eh bien, ils n'ont plus besoin de prendre de médicaments. Donc ça, c'est la nouvelle médecine? Oui. C'est de prendre en compte le processus. La guérison de n'importe quelle pathologie est un processus avec des étapes bien précises. Et donc, pour moi, il n'y a que 3 types de certificats médicaux. 1 jour, non 4. 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 1 an. Parce que ce sont les 4 processus nécessaires en fonction de quel plan est touché. Et il faut laisser ces processus-là. Et tu as espoir pour l'humanité? Alors, il y a un moment où c'est tellement fort que c'est plus poser la question s'il y a espoir ou pas, parce que c'est déjà une perte de temps. Il faut agir. Et il faut semer. Et parce que, voilà, le monde est aussi un peu sourd. Donc, en tout cas, travailler avec ceux qui sont ouverts et qui sont conscients. Qui entendent. Et pour moi, ce qui agit, c'est les personnes qui changent, qui deviennent des témoins et qui irradient dans leur entourage. Et donc là, il n'y a pas à réfléchir quoi, comment, etc. Voilà. Toutes les personnes qui s'ouvrent, on avance. Eh ben, merci pour ton témoignage. Très intéressant. On pourrait évidemment en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais ça donne déjà une petite idée d'une autre vision du monde, d'une autre manière de soigner et de voir que ça vient de personnes qui ont étudié, qui sont parfois dans l'ombre, qui sont dans leur cabinet avec leurs patients qu'on ne voit pas toujours et qui ne sont pas dans les médias ou qui n'ont pas toujours. Donc moi j'ai aussi créé ce podcast pour justement donner la parole à des gens qui sont peut-être moins visibles et pourtant qui ont tellement d'expérience, de sagesse, parce que ce n'est pas justement des croyances ou de la pensée magique, mais l'expérience d'une chose après une autre, et pas juste un courant de pensée, de médias qui tout d'un coup nous mettent dans l'urgence, la peur, et on perd notre souveraineté, notre logique, notre bon sens. Et donc voilà, cette plateforme est là aussi pour ça, pour réveiller les consciences. Donc merci pour tout ça, et puis j'espère que ça pourra semer des graines chez certains auditeurs qui nous écouteront. Je vous dis à tout bientôt. Tu as un dernier mot de la fin? Ben merci. Merci. Puis c'est aussi frustrant parce qu'il y a tout ce qui est encore à dire et qui n'est pas dit. C'est pas complet, mais merci. C'est une mise en bouche. Ouais. On pourra en refaire. Ouais. À bientôt.